C'est bon. Zéo, Shana Tova à tous, Shalom, Shalom. On ne peut pas ne pas commencer en remerciant Kadosh Baruch Hu de tous les nissim qu'on voit. Il y a un des derniers devant Malchut où le Rebbe dit que quand on se rapproche de la Géoula, on ne sait plus dire quel était le dernier miracle. Ils se succèdent l'un après l'autre. Je suis sûr que personne ne se rappelle combien de types importants ont été éliminés tellement ils succèdent et c'est tellement Madhim Pashut. Et ça fait du bien à la Neshama, toutes ces nouvelles, Baruch Hashem. L'année, elle a commencé très difficile, mais elle finit en beauté, Baruch Hashem. Zéo, c'est un bon pétard pour la Géoula. Ok. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est étudier des halachot de Rosh Hashanah, pas les halachot, mais des halachot. Et ce qui vous concerne un peu plus, les femmes d'Afka, j'ai pas pensé au niveau de la halacha, hein, et parler de halachot du chauffard, parce que bon, ça, le chauffard, vous l'écoutez, mais et comment on doit sonner du chauffard et tout, c'est moins votre inyan. Donc, on va pas parler de ça. On va parler de toutes sortes d'autres choses. Mais on va essayer de mettre l'accent sur des choses qui sont pas tellement connues. Et il y en a beaucoup. D'autant que, bon, même ce qui est connu une fois par an, comme ça, on oublie d'une année à l'autre. Il faut revoir. Et s'il nous reste du temps à la fin, alors on va aussi parler de Rosh Hashanah dans une perspective chassidique Bezrat Hashem. Mais commençons d'abord par la halakha. Alors, je me suis fixé comme ça un certain nombre de sujets. Et 6, 7, 8 peut-être sujets de halakha. Et je vais commencer par quelque chose d'un peu original, qui est un petit peu complexe, mais on va essayer de faire ça de façon compréhensible. C'est le lien de Eruv Tafshilin. Et Eruv Tafshilin, ouais, alors on sait ce que c'est une espèce de cérémonie, quelque chose qu'on va faire, qui va nous permettre de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Alors ici, de vendredi, le deuxième jour de Rosh Hashanah, à Shabbat. OK. Maintenant, pour pouvoir bien comprendre, c'est important d'en parler parce que il y a des points qui sont pas connus et si on n'a pas bien compris le fonctionnement, on peut faire des avérotes, des fois même des avérotes qui sont des avérotes de Horaïta sans le savoir bichlal. Je vais parler d'un cas assez simple, du cas de Eruv Tafshilin, où on a Yom Tov qui est vendredi en Eretz Israël, ou bien vendredi et samedi en Chutz La'aretz, et puis donc on a le Shabbat, qui est juste après le vendredi en question. Hein. Maintenant, ici, c'est pas exactement ce qu'on a, mais ça sera vrai aussi pour notre cas, mais je vais parler d'un cas plus simple dans un premier temps. Et quand est-ce qu'on fait un Eruv Tafshilin? Ben, quand la veille de Shabbat, c'est Yom Tov, mais il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être soit, comme je vous dis, que Yom Tov, c'est vendredi en Israël ou vendredi samedi en Chutz La'aretz. Ça peut être quand en Chutz La'aretz, Yom Tov, c'est jeudi, vendredi. Dans ce cas-là, en Eretz Israël, il n'y a pas de Eruv Tafshilin, parce qu'il n'y a pas de Yom Tov Sheni. Ou bien ça peut être à Rosh Hashanah, même en Eretz Israël. Parce que même en Eretz Israël, Rosh Hashanah, c'est 2 jours. C'est le seul Yom Tov qui peut être 2 jours. Donc, comme c'est le cas maintenant. OK. Maintenant, pour pouvoir comprendre ce lien de Eruv Tafshilin, il y a un certain nombre d'introductions qui est important de dire. Alors, je vais dire premier point, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et puis les choses vont être claires. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que c'est vrai qu'on a le droit de cuisiner à Yom Tov. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait parce qu'on cuisine à Yom Tov. Mais il y a deux choses qui sont des interdictions de la Torah. C'est qu'on peut cuisiner à Yom Tov pour des juifs uniquement, mais si on cuisine pour un non-juif, c'est une interdiction de la Torah. Et de même, si on cuisine le jour de Yom Tov pour un jour de Chol, pour un jour profane, et d'après beaucoup de poskim, y compris le Admor Zaken, même si c'est pour un Shabbat, de Yom Tov à Shabbat, ou de Yom Tov à Yom Tov Sheni, le lendemain, ou de Yom Tov un jour de Chol, ça aussi c'est une interdiction de la Torah. Et ça, c'est pas tellement connu. Ok. Mais malgré tout, il y a quand même un, une petite ouverture. Et là, bien comprendre, bien écouter. C'est vrai que cuisiner de Yom Tov au lendemain, que ce soit Yom Tov Sheni le lendemain, que ce soit Shabbat, que ce soit un jour profane, c'est l'interdiction de la Torah.
Mais ça, c'est uniquement si on cuisine le jour de Yom Tov en fin de journée. Mais si on cuisine dans la journée, même si on cuisine pour un jour de Chol qui est le lendemain, on a, disons, Yom Tov, lundi, mardi. Ouais. Et puis, mardi, on veut cuisiner pour mercredi, pour un jour de Chol. Ou bien, on est Israël, Yom Tov, lundi, et on veut cuisiner pour mardi, qu'un jour de Chol le lendemain. C'est une interdiction de la Torah, mais si on fait ça dans la journée, même en pensant que c'est pour le lendemain, mais qu'il y a le temps après qu'on ait fini de cuisiner, de manger ce qu'on a préparé, et que théoriquement, il puisse y avoir, parce que même s'il y a le temps de manger, vous pouvez me dire, mais on a déjà mangé, donc on ne va pas manger, c'est vrai, mais que théoriquement, il puisse y avoir, même si on a invité personne, des invités qui viennent, qui frappent à la porte, et puis ouais, on a faim, on a rien mangé, etc. Dans la mesure où théoriquement c'est quelque chose qui est possible, alors il n'y a pas d'interdiction, d'après la Torah, de cuisiner de Yom Tov au lendemain si on a le temps de manger ce qu'on a préparé après qu'on ait fini de cuisiner. C'est-à-dire que quelqu'un qui cuisine, je vais prendre un cas de Yom Tov en Eretz Israël, qui est mardi, le lendemain c'est mercredi, jour de Chol, et puis mardi, 2 heures l'après-midi, la bonne femme elle a envie de préparer la cuisine du lendemain. Ok. Alors si elle le fait de façon à ce que quand elle finira de cuisiner, ce sera presque le soir, c'est presque la shkia, c'est une interdiction de la Torah. Mais si elle le fait à 2 heures l'après-midi, à 3 heures, 4 heures, elle a fini de cuisiner, même si elle a pensé au lendemain, comme théoriquement, c'est possible qu'il y ait des invités qui viennent et qui disent, oh, on a faim, etc. Et donc que finalement, cette nourriture, elle puisse se transformer en nourriture de Yom Tov. Ce potentiel-là, il suffit pour que ce que j'ai fait ne soit pas interdit d'après la Torah. J'espère que c'est clair ce point-là. Oh. Mais malgré tout, les Chachamim sont venus et disent, non, non, on va interdire ça. C'est-à-dire que les Chachamim ont interdit de cuisiner le jour du Yom Tov pour un jour profane le lendemain, quand bien même on aurait le temps de manger cette nourriture, si on a l'intention de cuisiner pour Yom Tov, pour un jour profane. Ok? Vraiment interdit ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent 2 minutes, mais tu veux cuisiner pour un jour de Chol. Pourquoi tu fais ça Yom Tov? Fais ça demain. Ok? Ok, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le lendemain, c'est un Shabbat, on veut cuisiner pour le Shabbat? Alors, je vais vous dire maintenant l'avis du Admor Hazaken, parce qu'il y a plusieurs avis là-dessus. L'Admor Hazaken, il pense exactement la même chose. C'est-à-dire, si je cuisine à la fin du Yom Tov, eh ben, c'est une interdiction de la Torah. Mais si je cuisine dans la journée, dans la mesure où il y a des invités qui peuvent venir, etc., alors je pourrais le faire. OK. Mais on a dit, les Chachamim, ils ont interdit aussi de cuisiner de vendredi Yom Tov à Shabbat. Même ça, ils ont interdit. Mais malgré tout, pour ça, ils ont quand même donné une possibilité. Ils disent, on va interdire, mais si tu fais ce qui s'appelle Eruv Tafshilin, alors tu pourras cuisiner de vendredi à Shabbat. Alors là, je vais résumer un point que j'ai dit qui est extrêmement important, d'après le Admor Zaken. De cuisiner de vendredi à Shabbat, vendredi qui est Yom Tov à Shabbat. Si c'est en fin de journée de vendredi, c'est une interdiction de la Torah. Et là, il n'y a aucun Eruv Tafshilin qui pourra aider. Comprenez que s'il y a quelque chose qui est interdit de la Torah, les Chachamim ne peuvent pas venir maintenant et le permettre. Donc, de vendredi, fin de la journée, si je cuisine pour Shabbat, il n'y a aucune possibilité de faire quoi que ce soit, c'est l'interdiction de la Torah. Mais cuisiner dans la journée de vendredi, de sorte que j'ai encore le temps de manger ce que j'ai préparé, eh ben, j'ai le droit de le faire. Si les Chachamim m'ont interdit ça, mais ils m'ont à côté de ça permis de faire un truc. Le truc en question, c'est le Eruv Tafshilin. Et c'est quoi ce Eruv Tafshilin? La veille de Yom Tov, on prépare des mets pour Shabbat. Et finalement, alors quand on viendra vendredi maintenant pour cuisiner pour Shabbat, alors on dira, oh non, en réalité, c'est pas vraiment qu'on cuisine pour Shabbat, on continue quelque chose qu'on a commencé avant. Et ça, c'est déjà moindre. OK? OK. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit, c'est que dans la mesure. Et pourquoi les Rahamim Bémet ont fait ça? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça? Tout ce Eruv Tafshilin. Alors, il y a deux choses que l'on gagne. La première chose, c'est qu'on gagne, dans toute cette histoire-là, l'honneur de Yom Tov et on gagne de l'honneur de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en faisant ce truc, en interdisant, sans le Eruv Tafshilin,
de cuisiner de vendredi à Shabbat, alors qu'on pourrait dans la journée, on a dit, c'est pas le soir. Ouais. Ben, la Khamim, on fait quelque chose qui va faire que la personne elle va se dire, waouh, si pour cuisiner de vendredi à Shabbat, j'ai besoin de faire un rouf tafshilin, alors de cuisiner d'un jour de Yom Tov un lendemain qui est profane, c'est sûr que il y a aucune permission. Donc, cette takana de Eruv Tafshilin, elle va renforcer le kavod de Yom Tov, où les gens sauront de façon très très claire qu'on ne peut pas cuisiner de Yom Tov un jour profane. Et le deuxième point, c'est qu'on renforce l'honneur de Shabbat. Et encore, on renforce l'honneur de Shabbat. Parce que les Khamim se disent, 2 minutes, mais si on ne faisait pas le Eruv Tafshilin, si on a un jour, a fortiori 2 jours de Yom Tov, eh ben, les gens pourront oublier qu'il y a aussi Shabbat après ça. Et finalement, ils vont cuisiner et ils oublient qu'il y a Shabbat, et donc ils vont peut-être pas cuisiner assez. Ils vont se retrouver après à Shabbat avec pas assez de quoi manger, ils ont tout mangé à Yom Tov. Alors que si on fait toute cette cérémonie de Rouf Tafshilin la veille de Yom Tov, en commençant à préparer des aliments pour Shabbat, alors on se rappellera que faut pas oublier aussi les aliments de Shabbat. Donc c'est un honneur aussi pour Shabbat. Ok. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait sur Rouf Tafshilin, mais il y a un point que très peu de personnes savent. Et le Helmut Zaken lui-même, il écrit dans le Sivan Tafkuf Kavzain, c'est fret que peu de personnes savent cette chose-là. Et pourtant, malgré le fait qu'il l'ait dit, ben, ça continue. Et là, faites vraiment attention. C'est que si vendredi après-midi, vous vous dites, OK, vous avez préparé de la nourriture mercredi, OK, jeudi, vendredi, vous avez Yom Tov de Rosh Hashanah, et vendredi dans l'après-midi, vous dites, oh, ouais, très très vite, il me reste des trucs à préparer comme ça pour Shabbat et tout, j'ai fait Eruv Tavshin, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que si vous avez fait Eruv Tavshilin, vous pourrez cuisiner de vendredi à Shabbat. Mais pas vendredi à la dernière minute. Si à la dernière minute, vous prenez même quelque chose, 5 minutes avant la shkia, disons 10 minutes parce que vous devez allumer les nérotes. Ouais. Et on allume les nérotes bien avant en général. Mais très souvent, on pousse, on pousse, on pousse. Et finalement, on se retrouve près de la shkia. Et la bonne femme, elle se dit, ouais, mais j'ai pas sorti la soupe qu'il y avait dans le réfrigérateur. Et je l'ai pas encore mis sur la plaque. Et on la met sur la plaque de façon à ce qu'elle se réchauffe. Ouais. Il ne faut pas oublier que quand on est en train de prendre quelque chose qui était liquide et qu'on est en train de le mettre et qu'on le rend chaud sur la plaque, ouais. Si c'était Shabbat, évidemment, c'est quelque chose qui est interdit. Ouais. Mais si c'est Yom Tov, c'est permis pour le jour même. Mais si c'est pour le lendemain, c'est interdit, c'est une interdiction de la Torah. Et le Rouf Tafshilin, on a dit, il va pas m'aider en quoi que ce soit. Parce que si j'ai pas le temps de le manger à la fin de la journée, comme c'est le cas dans l'exemple que je suis en train de prendre, eh ben, je suis en train de faire, d'après le Hadmorazaken, un Issur Torah. Ouais. En réalité, ça serait un Issur Torah si c'était Yom Tov vendredi et samedi, et Shabbat, et qu'il y a un jour de Yom Tov en Eretz Israël ou bien 2 jours en Chutz La'aretz. Ici, comme c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est un Issur de Rabbanan uniquement. Mais c'est assourd, c'est assourd. Ce qui fait que, même si vous faites votre Eruv Tafshilin, il faudra faire vraiment attention. C'est ce qu'il faut retenir, même si vous n'avez pas compris tout le développement, parce que je sais que c'est un peu complexe et peut-être que des fois on a raté un mot, un truc, une idée, et puis alors bon, vous réécouterez comme ça l'enregistrement. Mais le truc à retenir ici, c'est que je vais vous dire comment on fait le Eruv Tafshilin. Il y a des points qui sont importants aussi, comment le faire techniquement. Mais ce Eruv Tafshilin qui vous permet de cuisiner de vendredi à samedi, il vous permet de cuisiner de vendredi à samedi, vendredi pas trop tard. Vendredi de façon à ce que théoriquement vous puissiez manger encore ce que vous avez cuisiné le jour même. Mais faire de la cuisson vendredi juste avant la shkia pour Shabbat et faire la cuisson, c'est même mettre sur la plaque une soupe qui est froide. Ça, c'est complètement interdit, même si vous avez fait Eruv Tafshilin. Ok. Ça, c'est le premier point important que je vais vous dire. Maintenant, comment faire ce Eruv Tafshilin? Alors normalement, on pourrait prendre une boîte de conserve avec des aliments et puis une challah et puis faire le Eruv Tafshilin comme ça. Mais si on veut faire les choses comme le dit le Admour Azaken dans les règles de l'art, le Admour Azaken, il nous dit de cuisiner. Alors d'abord, il dit un ma'achal chashuv, quelque chose d'important. Donc un œuf, ce qu'on a souvent l'habitude de prendre, ça suffit pas a priori d'après le Admour Azaken dans son Sidour. Il dit quelque chose d'important comme un morceau de viande, comme un morceau de poisson. Alors il faut au moins un kazaït. Ouais. Mais si on regarde dans l'Admorazaken, l'Admorazaken, il nous dit de façon claire, a priori,
Il faut cuisiner ça pour Shabbat. Souvent, on oublie ce point-là, c'est-à-dire, bon, bah, la femme, elle a préparé beaucoup de viande, etc. Et ok, le baril de farine routachine, ok, tiens, routachine, ouais, donne-moi un bout de viande. Ok. Alors, c'est vrai qu'elle lui a donné un bout de viande, mais c'était pas quelque chose qu'elle a cuisiné spécialement pour le rouf tafshilin. Alors, elle est, on est yotzé des chova malgré tout. Mais a priori, si on veut bien faire les choses, il faut que la femme, quand elle cuisine, le rouf tafshilin, elle peut cuisiner avec d'autres choses aussi. Hein, beaucoup de viande et puis. Mais il faut qu'elle pense que dans cette marmite, maintenant, il y a un bout de viande qu'elle va garder pour le rouf tafshilin. A priori, c'est ce que demande le Noirzaken. Donc, pour faire le rouf tafshilin, le mari, en général, hein, la femme aussi peut faire ça. Mais on prend donc un kazeït de viande ou de poisson, comme j'ai dit, quelque chose d'important. On prend une challah, au moins un kabetzat challah. Bon, une challah en général, c'est plus qu'un kabetzat, donc il n'y a pas de problème. Et avec ça, on dit la formule qui est dans les sidorim, etc. OK. Donc voilà. C'est et le premier point important que je voulais vous dire, en mettant l'accent sur le fait que faut faire attention de ne pas cuisiner, même si on a fait le rouf tafshilin, à la dernière minute, vendredi avant Shabbat. OK. C'est le seul point et un peu compliqué. Je vais vous dire, le reste maintenant, ça va être plus simple. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est les changements dans la tefila pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Alors évidemment, la tefila de Rosh Hashanah, elle est différente. OK, on prend le Marzor, il n'y a pas de problème. Mais depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, y compris les 7 jours qui sont au milieu, il y a beaucoup de choses qui changent. Hein. Il y a le fait qu'on dise Amelech HaKadosh plutôt que Akel HaKadosh. Le fait qu'on dise Amelech HaMishpat plutôt que Melech Oev Mishpat. Et le fait que l'on rajoute 4 petites phrases comme ça dans le Shemona Esrei. Maintenant, je voudrais vous dire ce qui se passe quand on oublie. Et là, faire attention. Alors, Birlal, dans l'année, c'est important et c'est bien de prier toujours avec un sidour. Ouais, et on se concentre mieux, on pense moins à toutes sortes de choses autour. Mais pendant la Seret Yemei Teshuvah, vu qu'il y a beaucoup de changements, c'est vraiment un impératif. Mais malgré tout, vu qu'on est souvent en train de penser à toutes sortes de choses, vous savez, j'ouvre une parenthèse, il y a une histoire avec le Rogatchovi. Le Rogatchovi, c'est un grand gaon comme ça. Et puis quand il recevait des gens, alors il leur répondait à leurs questions, mais pendant ce temps, lui, il écrivait toutes sortes de Chidushei Torah sur autre chose. Il pouvait même parler d'une sougia avec quelqu'un et écrire sur un autre sujet. Alors, une fois, quelqu'un s'est aperçu qu'il écrivait quelque chose de complètement différent que ce dont il était en train de traiter comme ça avec lui. Alors, il dit, mais Arav, comment vous faites pour penser à 2 choses en même temps? Vous parlez d'un sujet et vous pensez pendant ce temps à autre chose. Regarde Chauvet, il dit, tout le monde fait ça. Alors, l'autre, il dit, mais comment ça? Il dit, bah ouais, quand tu es dans la Hamida, tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu penses pas, ouais, voilà, je dois acheter ce truc-là, il faut que je fasse ça, il faut que je téléphone à un tel et tout. Bon, il n'y a pas le téléphone en même temps encore. Ou un truc assez primaire. Tachles. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Et donc, il faut faire attention. OK. Maintenant, on a oublié de dire à Amelech, à Kadosh. Ouais. Alors, si on se rappelle comme ça, dans Torque des Dibourg, dans les 2, 3 secondes qui suivent, et on a dit Amelech Kadosh, Amelech Kadosh. Très bien. OK, on a rattrapé. Mais si on n'a pas fait ça, et a fortiori si on a commencé la bracha d'après, bonsoir, est-ce que vous allez du Mashiach? J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question qu'on m'a posée ici. Toujours est-il, donc, donc je me suis trompé, j'ai dit la Kadosh et j'ai continué. Dans ce cas-là, eh ben, il faut que je reprenne. Mais dans la mesure où la bracha de Amelech HaKadosh, c'est une bracha, une des 3 premières brachot, et que les 3 premières brachot de la Hamida, c'est une entité en soi, et ça sert à rien de reprendre depuis cette bracha-là, il faut qu'on reprenne depuis le début du Shemona Esrei. Mais le problème est que c'est vrai aussi si on a un doute. C'est-à-dire que si maintenant je me retrouve au milieu du Shemona Esrei, je me dis 2 minutes, mais j'ai dit Amelech HaKadosh, ou j'ai dit El HaKadosh comme j'ai l'habitude de dire, et on ne sait pas, et bien là aussi on est obligé de reprendre depuis le début. Il faut savoir que quand on reprend depuis le début, on n'a pas besoin de faire les 3 pas en arrière, 3 pas en avant, Hashem Seftai Tiftach. On reprend depuis Baruch Ata. C'est uniquement quand on est à la fin du Shemona Esrei, dans Elokai Netzor, et qu'on reprend depuis le début, qu'on reprend depuis tout le début avec les 3 pas en arrière, etc.
Mais vous êtes dans le Shemona Esrei, vous dites 2 minutes, je ne sais pas si j'ai dit Amelech à Kadosh, ou bien je sais que je n'ai pas dit. Dans ces deux cas, on reprend depuis le début, mais comme je vous dis, en commençant par Baruch Ata Hashem, la première bracha. Ok. Donc ça, c'est pour Amelech à Kadosh. J'ai oublié ou j'ai un doute à savoir est-ce que j'ai dit Amelech à Kadosh et j'ai pas rattrapé tout de suite. Je dois me reprendre et je reprends depuis le début. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec Amelech Hamishpat? Alors là, on rentre dans un truc qui est un petit peu complexe. Et là, si vous demandez à des rabbinim, alors il y en a qui vont dire comme ci, d'autres qui vont dire comme ça, etc. Alors je vais vous dire comme ça les différents avis, l'avis des Sfaradim, l'avis des Ashkenazim et l'avis des Chabad. Et faites bien attention, chacun d'après son minhag. D'après les Sfaradim, quand je dis les Sfaradim, je parle du Shulchan Aruch. Parce qu'il se trouve que les Sfaradim qui vont d'après le Ben Ishraï, là-dedans, ils vont comme le Rama, comme les Ashkenazim. Donc, d'après le Shulchan Aruch, le Rav Ovadia Yosef, le type il s'est trompé. Et au lieu de dire Melech HaMishpat, il dit Melech Oav Zetagam Mishpat, comme on dit toute l'année. Ou bien, il a un doute. Il a avancé, il dit 2 minutes. Ouais, Melech HaKadosh, j'avais dit, mais à Melech HaMishpat, j'ai dit, il a un doute, il ne sait plus. Eh bien, il doit se reprendre là aussi, mais pas depuis le début, parce que ce n'est pas une des trois premières brachot. Alors, on vient depuis le début de la bracha de Amelech HaMishpat et on dit Amelech HaMishpat. Ok, ça c'est d'après les Sfaradim, d'après le Shulchan Aruch, d'après le Rav Ovadia. Les Ashkenazim, mais je vous dis, il y a beaucoup de Sfaradim aussi, ceux qui vont d'après le Ben Ishraï et le Rav Mordechai Eliyahu, qui prennent le deuxième avis, ils disent non, pour Amelech HaMishpat, on ne se reprend pas. Et pourquoi on ne se reprend pas? Parce que c'est pas comme dans Akel Akadosh. Quand je me suis trompé, j'ai pas dit Amelech HaKadosh, j'ai dit Akel Akadosh, j'ai oublié de dire que Baruch Hu était roi. Et c'est ça qu'il fallait mettre en avant. Mais quand à la place de dire Amelech HaMishpat, je dis Melech Oev Tzedaka Mishpat, j'ai quand même rappelé que Baruch Hu était roi. J'ai pas dit le roi de la loi, le roi du Mishpat, mais malgré tout, il y avait aussi le mot roi dans ce que j'ai dit. Donc les Ashkenazim, le Rama, il dit dans ce cas-là, si même, comme bien même je sais que je n'ai pas dit Amelech HaMishpat, je dis Melech Oev Tzedaka Mishpat et j'ai continué, mince, je me suis trompé. J'ai déjà commencé la bracha d'après. On se reprend pas, c'est là, ok, c'est malgré tout, c'est moins bien, mais tout va bien. Ça, c'est pour les Ashkenazim. Pourquoi? Parce que j'ai quand même rappelé qu'Akadosh Baruch Hu était rond. Mais la vie des Chabad, c'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que la vie des Chabad, il a d'après le Taz, le Admorazaken là-dedans, et il veut aller d'après tous les avis. Alors, d'un côté, il dit, on va faire comme le Rama, on ne se reprend pas. On ne se reprend pas. Et donc, on continue le Shemona Esrei. Si je me suis trompé ou si j'ai un doute. Mais comme malgré tout, c'est possible que d'après certains décisionnaires, ben, il fallait que je me reprenne. Quand j'ai fini le Shemona Esrei, je refais un autre Shemona Esrei en me disant que si je ne suis pas obligé de le faire, eh ben, ça sera considéré comme ce qu'on appelle Tfilat Nedava. C'est une fila en plus. On a le droit de faire une fila en plus comme cadeau que l'on fait à Kadosh Baruch. Mais là, donc, c'est un grand, grand casse-tête. Parce que, OK, les Ashkenazim, c'est le plus simple. Ils ne se reprennent pas. OK. Les Sfaradim, OK, ils se reprennent. Mais les Chabad, ils continuent. Quand bien même on n'a qu'un doute. Imaginez, alors le type comme ça, il est au milieu du Shemona Esrei. Il a un doute, il est Chabad. Il a un doute s'il a dit Amelech Mishpat ou pas. Regardez le cassement de tête. Il doit continuer le Shemona Esrei malgré le fait qu'il a un doute. Et après le Shemona Esrei, reprendre un autre Shemona Esrei. Et en faisant attention, ce coup-ci, à ne pas se tromper parce que c'est la journée à refaire le Shemona Esrei. Et ça, donc, c'est la vie de Rabat par rapport à ce Inyan. Maintenant, en ce qui concerne tous les petits rajouts, il y a 4 rajouts que les Géonim ont rajoutés dans la Tfila. Alors là, si on a dit Baruch Ata Hashem de la bracha d'après, on est obligé de faire le rajout et on a dit déjà Baruch Ata Hashem, on a fini, on ne peut pas se reprendre. Le Admor Zaken, nulle part, il rapporte qu'au milieu de Shemona Esrei, si je dis Baruch Ata Hashem, je peux dire Lamdeni Chokecha et puis faire comme si je n'avais pas dit Baruch Ata Hashem. Non, il n'y a pas de truc comme ça. Donc, j'ai oublié de rajouter un des 4 rajouts du Shemona Esrei que les Géonim ont rajouté. Si je me rappelle alors que j'ai pas encore dit Baruch Ata Hashem, alors où je me trouve dans la bracha, je peux maintenant
faire ce rajout de la phrase des Géonim. Mais si j'ai déjà commencé la bracha d'après Baruch Hashem, c'est tout. J'ai perdu, je continue, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai perdu le mérite de pouvoir dire cette phrase. Mais bon, mon Shemona Esrei, c'est quand même un Shemona Esrei. Ok. Ça, c'était le deuxième sujet. Le premier sujet, donc, c'était Rouf Tafshilin. Le deuxième sujet, c'était les changements de fila pendant les 10 jours de Rosh Hashanah à Yom Kippour, avec tous les différents cas, si on se trompe, si on a des oublis, etc. Ok. Troisième point que je voudrais aborder avec vous, c'est le fait que l'on dise le soir de Rosh Hashanah, Leshana Tova, Tikatev et Techatem. Et là, il y a quelque chose comme ça qui est intéressant. C'est que, bon, on sait très bien que le soir de Rosh Hashanah, on va dire, après la Tfila, la Beth Knesset, à chacun, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est rapporté dans le Sidur du Admor Zaken. Quoique dans le Shulchan Aruch, il est marqué Lishna Tova Tikatev. Ok, dans le Sidur du Admor Zaken, il est marqué Lishna Tova Tikatev Tichatem. Chaque personne, on va la voir, Lishna Tova Tikatev Tichatem, Lishna Tova Tikatev Tichatem, Lishna Tova Tikatev Tichatem. Si on dit à une femme, Lishna Tova Tikatev Tichatmi. Ok, très bien. La question est, jusqu'à quand on peut dire ça? Qu'est-ce qui se passe le deuxième soir de Rosh Hashanah? Alors, l'Admor Zaken, il écrit qu'on peut dire des Shana Tova, Tikatev et Techatem jusqu'à Chatzot du deuxième jour de Rosh Hashanah. On rencontre quelqu'un dans la rue, tout le premier jour on peut, le deuxième soir on peut, jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire à peu près une heure moins le quart, ouais, ça dépend où, du deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais malgré tout, le minag, il n'est pas comme ça. Le minag du Rebbe, c'est que le premier soir, on dit les Shana Tova, Tikatev et Techatem. Ouais. Mais le deuxième soir, on dira Chag Sameach, Gut Yom Tov, hein, et Shana Tova, ce que vous voulez. Mais le Shana Tova, Tikatev et Techatem, on ne dit pas le deuxième soir parce qu'on considère que nos amis, c'est des tzadikim qui ont tout de suite été et, écrits dans le livre de la vie et scellés. Et donc, on ne va pas dire le deuxième soir à quelqu'un que je t'écrive. Alors que, bon, les tzadikim, on les a déjà écrits depuis le début. Donc, on dira, hein, bonne fête, Gut Yom Tov, etc. OK? Ça, c'est le minhag. Quatrième point, je voudrais voir avec vous et toutes sortes de choses intéressantes par rapport au Seder de Rosh Hashanah. Alors, le Seder vraiment dans les détails. Et le premier jour, et le deuxième jour, ce qu'on mange, comment on le mange, quand est-ce qu'on fait une Daim, plein de petits détails comme ça qu'on risque d'oublier, des choses qui ont été dites par le Rebbe, la différence entre le premier jour et le deuxième jour. OK, il y a pas mal de choses. Alors, commençons par le commencement. Le Kiddush. Dans le Kiddush, bon, pas besoin de s'attarder parce qu'on a tous un sidour. Il y a trois brachot, propre à Gafen, Megdesh Israël Veyam Zikaron, et puis Shechianu. Ok. S'il y a une femme qui est seule ou un homme qui est seul, et qui donc a allumé les nérotes, et qui a déjà dit Shechianu dans la Nerot, parce que dans la Nerot, on doit dire Shechianu, alors dans le Kiddush, cette personne-là ne redira pas à nouveau Shechianu. Dans une famille où il y a l'homme et la femme, ou bien une femme mais qui n'a pas de mari mais qui est invitée, alors, bon, quand elle va allumer les nérotes, elle va dire Shechianu. Mais après, dans le kiddush, bah, c'est pas un problème. Elle, normalement, si elle avait le kiddush à faire, elle n'aurait pas dû répéter Shechianu. Mais le fait que le balabait dit Shechianu, c'est pas un problème pour elle. Il peut donc la quitter des autres brachot. Il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui est tout seul et qui a déjà dit Shechianu dans la Nerot, il ne redira pas à nouveau et dans le kiddush. C'est ça qui est important. Après le kiddush, on fait motzi. Il y a un minhag. Alors, c'est pas un minhag Chabad, mais c'est un minhag très, très accepté dans le Ham Israël. Donc, souvent, les Chabad aussi le font. C'est pas un minhag qui est spécifiquement Chabad. C'est un minhag que rapporte Khatam Sofer, que rapporte le livre Tameh Minhagim Mukaradinim, d'utiliser lors de Rosh Hashanah d'afka des chalotes rondes. Vous savez, dans Shabbat, souvent, on prend des chalotes qui sont longues, comme ça. Les chalotes qu'on fait, souvent, c'est des nattes, des trucs comme ça. Ouais. Les chalotes de Rosh Hashanah, minhag Israël, c'est de les faire rondes. Il y a dans les livres pas mal de raisons qui sont apportées à ça. Alors, il y a une raison que ça vient mettre en avant l'unité d'Akadosh Baruch Hu. On va me dire quel rapport? Le rapport, c'est que la définition mathématique d'un cercle,
c'est que c'est l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre. Donc il y a quelque chose de commun comme ça à tous les points, ouais, du cercle, qui rapporte, qui rappelle la hardoute, l'unicité de la Baruch. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est un siman tov, parce qu'on considère qu'un cercle n'a pas de début ni de fin. Et donc, nous aussi, on ne veut pas avoir de fin, donc c'est un siman tov qui rappelle le Ensof, qui rappelle l'infini, Mizrat Hashem. Et le troisième point qui est rapporté dans les livres, c'est que c'est un rond et donc ça rappelle un peu la forme d'une couronne. Et comme à Rosh Hashanah, on couronne Akadosh Baruch Hu, alors on utilise des chalotrons. Donc c'est les trois raisons qui sont apportées dans le décisionnaire et donc c'est évidemment une bonne chose à faire. Ok, on a parlé des chalotes, maintenant on va faire le motzi. Donc évidemment on fait les tietedaim, on va faire le motzi. Alors le minhag Chabad, c'est comme ça, c'est de prendre de la challah. Bon, évidemment, on prend deux chalot, etc., comme on fait pour Shabbat. Mais après, quand on va prendre la challah, on prend la challah et on la trempe 3 fois dans le miel. Ouais, avant de, avant de manger. Ça, c'est le premier point. Et on ne trempe pas dans le sel. Le rébé, il prend un autre bout de challah et il le met 3 fois dans le sel. Et après, il le mangera aussi. Mais la challah qu'on a trempée 3 fois dans le miel, on n'a pas l'habitude de la tremper aussi dans le sel. Top. Et ok, donc qu'est-ce qu'on a fait pour le moment? On a fait le kiddush avec 3 brachot, on a fait les Netilat Yadayim, on a pris des chalot rondes, on a fait le motzi en trempant 3 fois dans le miel, on a pris encore un petit bout de challah qu'on a mis 3 fois dans le sel, on mangera après. Maintenant, on passe à la pomme. Alors, il faut savoir que souvent, quand je donne un cours, j'aime bien rapporter les autres minagim, mais ici, c'est un peu impossible, parce que les autres minagim sont tellement différents. Et c'est pas juste un petit point, qu'il y a tellement de choses à manger comme ça dans les autres et d'autres, que bon, on peut pas étudier ça aussi comme ça parallèlement. Par conséquent, je rappelais le minakrabad. Et le minakrabad, c'est une fois qu'on a fait le motzi avec le miel. Alors, on va manger de la pomme dans le miel, on va manger de la grenade, on va manger des poissons, du poisson, et on va manger de la tête de quelque chose. Je vais revenir sur ces 4 points. Peut-être avant ça, il y avait un point qui était important, c'était que lorsqu'on a fait chez Reyano, on a l'habitude de penser au nouveau fruit qui est sur la table. Alors souvent, les grenades, on n'en a pas mangé avant. Alors c'est un nouveau fruit. Maintenant, c'est très important quand je vais faire chez Reyano, malgré le fait que même si je n'avais pas de nouveau fruit, je ferai chez Reyano. Parce que chez Reyano, on le fait à chaque Yom Tov. Chez Reyano, qu'on fait Yom Tov dans le Kiddush, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir de nous avoir fait venir au moment de la fête. C'est ça l'idée. Chez Cheikh qu'on fait sur un nouveau fruit, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous a fait venir à cette occasion où on va manger ce nouveau fruit. À Rosh Hashanah, vu qu'il y a les deux aspects, on remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir fait vivre jusqu'à ce qu'on arrive à Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, de nous avoir fait vivre jusqu'à ce qu'on puisse manger de la grenade. Alors on va faire d'une pierre deux coups. Et quand je vais dire Shehecheyanu, que je dois dire de toute façon dans le kiddush, sans rapport avec le nouveau fruit, je vais penser et regarder aussi le nouveau fruit. Je pense au nouveau fruit et de regarder aussi. Et je n'aurai pas besoin après de faire Shehecheyanu sur le nouveau fruit. Et c'est important de faire ça parce que si je n'ai pas pensé spécifiquement au nouveau fruit, alors après on rentre dans une marloquette. Est-ce qu'il faut refaire Shehecheyanu sur le nouveau fruit? A priori, oui. Alors, bon, pour ne pas rentrer dans ces casse-têtes, là on fait attention quand on va faire le Shehecheyanu du kiddush de penser au nouveau fruit. Ok. Je reviens maintenant à ma pomme. Et là, je veux dire quelque chose comme ça qui est original, qui est vraiment un chidouche de Admour Azaken. Tous les décisionnaires, y compris le Shulchan Aruch, ils disent maintenant on va prendre tapouach matok bitvash. On va prendre la pomme douce dans le miel. Le Admour Azaken, il dit pas ça. Il dit on va prendre la pomme douce trempée dans le miel. Est-ce que vous savez quelle est la différence? C'est vraiment une finesse. Ouais. Et tout le monde dit tapouach matok bitvash. Le Admour Azaken dit tapouach matok atavoul bitvash. Trempé dans le miel. Pourquoi il a ajouté le mot tavoul qui n'était pas marqué ni dans le tour, ni dans le Shulchan Aruch, ni nulle part? C'est le Hanmorazaken qui rajoute ce mot-là tout d'un coup trempé. Quelqu'un a une idée? Quelle est la différence entre
De la pomme douce dans le miel et de la pomme douce trempée dans le miel? Alors la réponse est la réponse suivante. C'est quand on dit de la pomme douce dans le miel, et il y a deux compréhensions. Soit je prends une pomme douce, je la mets dans le miel, soit hein, ma pomme, elle est douce parce qu'elle était dans le miel. J'ai peut-être pu prendre une pomme qui était un peu aigre, mais elle est douce vu que je l'ai mise dans le miel. Pour ne pas qu'on comprenne de cette façon-là, parce que c'était pas ça le pshat, le Zaken, il a bien fait attention à dire une pomme douce trempée dans le miel, pour qu'on comprenne qu'il y a deux exigences ici. De prendre une pomme douce, mais pas parce qu'elle est dans le miel, elle est douce. Elle est déjà douce sans ça et on la trempe en plus dans le miel. Ouais. Donc, c'est important parce qu'on ne pense pas souvent à ça. Alors, on achète des pommes pour Rosh Hashanah, mais si on achète des pommes qui sont, euh, qui sont amères, et alors, bon, ben, on a raté quelque chose. Ouais. Et d'autant qu'on va voir qu'il y a toutes sortes de choses qu'on ne mange pas au Rosh Hashanah. Il y a quelque chose qui est aigre ou quelque chose qui est amer. On ne mange pas au Rosh Hashanah. Donc, il faut vraiment faire attention. On prend des pommes qui sont sucrées, qui sont pas amères, et en plus, on les trempe dans le miel. OK. Maintenant, je veux dire le minac du rébé. Le minac du rébé, c'est comme ça. C'est de prendre une pomme qui est entière. On la voit entière, elle est sur la table, entière. À ce moment-là, donc, on a déjà fait le kiddush, on a fait le motzi. Le rabbi, il prend la pomme, il la coupe en tranches avec la peau, il n'enlève pas la peau. Et maintenant, il prend la pomme, il la trempe, donc le bout de pomme en question, 3 fois dans le miel, il n'a pas encore fait la bracha. Et maintenant, il fait la bracha boré péré haetz. Dans la bracha boré péré haetz, il a la kavana aussi pour la grenade qu'il va manger après. Et aussi pour le dessert, les fruits qu'il y a au dessert. Et avant de manger, on fait le hiratson, c'est le minakrabad. Il y en a qui vont dire, mais 2 minutes, mais c'est un F sec. On n'a pas le droit de faire ça. De d'abord manger un bout, comme beaucoup de postes qui me disent, et après dire le hiratson. L'avis du Rabbi, il y a une lettre du Rabbi là-dessus. C'est que le hiratson ici, il vient un peu comme un complément de la bracha, c'est pas un F sec. Donc, on prend la pomme entière, on la coupe, on prend un bout de pomme, on trempe 3 fois dans le miel, on dit, et avant de dire la bracha, on pense que la bracha, elle sera sur la pomme, et sur les fruits du dessert, et sur la grenade qu'on va manger après la pomme. Et on fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peretz, Yehi ratzon milefanecha, shtechadesh anu shana tova u'mtuka. Et en passant, il y en a beaucoup qui disent shana tova u'mtuka kadvash, chez Chabad, on ne dit pas kadvash. Parce qu'on ne va pas demander à Kadosh Baruch Hu comment elle doit être douce. Pourquoi lui demander qu'elle soit douce comme du miel alors qu'elle peut être douce encore plus que du miel? Donc on ne va pas limiter Kadosh Baruch Hu. Donc on lui dit, Ratzon à Kadosh Baruch Hu, que tu nous donnes une nouvelle année qui soit bonne et douce. Et Akadosh Baruch Hu va nous la faire douce encore plus que le miel, Bezrat Hashem. Et après, on mange. Et il y a ici beaucoup de Tridushim dans cette histoire-là. On peut laisser le rimon pour le deuxième soir en tant que fruit nouveau, merci. Et réponse, non. Réponse non. Pourquoi réponse non? Parce que dans le Minak Rabad, il y a 4 choses qu'on mange, et le rimon, c'est une des choses qu'on mange. Et d'après le Minag, du fait que ça rappelle les srouyot des Bnei Israël qui sont mêlés sur le Karimon, etc. Donc, si on parle du Minag, évidemment, parce que bon, il n'y a pas ici de choses qui soient comme ça baliées à vor, ouais. Mais le Minag Rabad, en aucun cas, c'est de laisser le rimon comme fruit nouveau pour le deuxième jour. Alors, si on veut un fruit nouveau pour le deuxième jour, c'est pas une obligation, c'est une bonne chose qu'un fruit nouveau pour le deuxième jour. Alors bon, il y a toujours du coin qu'on peut avoir, il y a toujours des nouvelles dates. Ouais, ça manque pas les nouveaux fruits à cette période. Mais le rimon, on le mange aussi le premier jour. OK? Donc, pour ce qui est de la pomme, alors on a dit comme ça, et il y a ici, en passant, je vais peut-être maintenant une petite parenthèse, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en général, on a l'habitude, quand on fait une bracha sur un fruit, de faire la bracha quand le fruit est entier. Alors, si c'est une pomme, ben, même avant de l'éplucher, puisqu'on peut la manger comme ça. Et après avoir fait la bracha, hein, si on veut la couper, hein, on la coupe, si on n'est pas mort dedans. Mais malgré tout, d'abord, on fait la bracha sur la pomme entière. Une banane, évidemment, on enlève la peau, parce qu'elle est encore entière, même sans la peau. Ouais. Et une orange aussi, pareil. Et si c'est une date, on l'ouvre parce qu'il peut y avoir des vers. On l'ouvre, on enlève nos noyaux, on voit qu'il n'y a pas de verre, on la referme, on fait la bracha quand elle a l'air entière.
Une pastèque, on va pas attendre qu'elle soit entière parce que ça prend beaucoup de temps après de l'ouvrir et puis ça paraît pas tellement de de faire une bracha sur une pastèque entière comme ça, comme si le type était goinfre et allait manger toute la pastèque. Donc il y a des exceptions, comme je vous dis, des dates ou des noix qu'on doit vérifier et une pastèque. Ouais. Mais sinon, on a l'habitude, dans les fruits qu'on peut manger entiers, de faire la bracha quand il est entier. Pour la pomme, ici de Rosh Hashanah, on voit que c'est différent, le minag de Rebbe. Donc je reprends le minag, je prends la pomme entière, je la coupe en tranches, je la trempe dans le miel 3 fois, enfin le bout que j'ai pris. Je fais la bracha Boré Peretz en pensant à la grenade et au dessert. Au dessert, s'il y a des fruits au dessert, de la compote ou quoi, ou des fruits. Et je pense aussi à la grenade. Et après Boré Peretz, je dis le Yiratson avant de manger. Et uniquement après, je mange. Voilà, ça c'est pour le parcours du combattant de la pomme. OK. Et en passant, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que normalement, quand on a un fruit, un des 7 fruits d'Eretz Israël, comme c'est le cas pour la grenade ici, ouais, et qu'on a un fruit normal, ben on fait la bracha sur le fruit d'Eretz Israël, a priori. Ok. C'est vrai. À moins que le fruit normal, on le préfère. Et il se trouve qu'ici, malgré le fait qu'on a devant nous des grenades, c'est possible qu'on ait devant nous aussi des dattes, etc. Ben on fera d'afre la bracha boperet sur la pomme. Parce que la pomme de Rosh Hashanah, elle a cette spécificité d'être, elle a son importance. Donc ici, à Rosh Hashanah, cette pomme-là, elle passera avant le rimon, avant le, avant la grenade. OK. Après la pomme dans le miel, on mange le rimon, on mange la grenade. Il faut savoir que chez Chabad, il n'y a pas de hiratson. En dehors du premier hiratson sur la pomme, il n'y a pas tous les autres hiratson. Donc on mange la grenade. Et c'est rapporté dans une des notes sur une sikha du Rebbe qu'une fois quelqu'un voulait prendre de la grenade qui restait dans l'assiette du Rebbe, le Rebbe a dit non, non, il vaut mieux que tu prennes une grenade entière. Donc il y a une yann de prendre une grenade entière. Alors maintenant, bon, vous pouvez me dire 2 minutes, alors comment je fais? On va perdre le temps maintenant de dégrainer toutes les grenades et ça prend beaucoup de temps pour tous les invités. Alors non, on peut égrener un certain nombre de grenades qu'on va préparer comme ça à côté, mais malgré tout, il y aura une grenade qui sera entière, qu'on va ouvrir et qu'on va manger, on en donnera un peu comme ça à tout le monde, et puis on complétera avec la grenade qu'on a déjà égrenée auparavant. Maintenant, il y a vraiment un inyan par rapport à la grenade de manger assez de la grenade, de manger au moins un kazaït. C'est le Rabbi rapporte ça. Et ça vient du fait qu'il y a un passouk dans Néhémia qui donne de l'importance à ce qu'on mange au Rosh Hashanah. Par rapport à Rosh Hashanah, il y a marqué Yechlu mashmanim ushtu mamtakim, veshilchu manot le'in nachon lo. Qui kadosh hayom l'adonenu. Mangez des choses grasses, buvez des choses sucrées, invitez-vous les uns les autres, parce que c'est un jour qui est saint. Donc on voit que le ignan de manger des choses grasses, des choses sucrées, etc., c'est quelque chose qui est important, c'est un bon signe pour l'année. Et manger moins d'acazéite, c'est pas considéré tellement comme manger. Donc on fait attention à manger pas juste un petit grain de grenade, mais de manger un kazaït, ouais, au moins, je sais pas, une bonne cuillère, quoi. OK? Après, on mange du poisson. Alors, la raison pour laquelle on mange du poisson, hein, même si on ne le dit pas dans un hiratson chez les Chabad, mais c'est parce que les poissons, ça représente le fait qu'ils se développent, etc., qu'ils se reproduisent. Et nous aussi, on veut que l'homme Israël il se reproduise, etc. Donc, on va manger du poisson. Encore une fois, sans hiratson. Et après, on mange de la tête. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est quelque chose que pratiquement personne ne fait. Il y a marqué que Ochlim Rosh Aïl. Aïl, c'est un mouton qui a au moins 13 mois. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de manger de la tête de mouton, mais si vous vous mettez dans la tête maintenant de manger de la tête de mouton à Rosh Hashanah, alors bonne chance, parce que pour trouver de la tête de mouton, il faut se lever tôt, c'est pas évident. Mais pourtant, c'est ce qui est marqué. Non seulement dans le Shulchan Aruch de Admorazaken, mais même dans le Sefer Minagim, on mange de la tête de mouton. Et si on n'a pas la tête de haïl, de mouton de 13 mois, alors on mange la tête d'un petit mouton. Et si on ne trouve pas ça, on mange la tête d'autre chose. La tête d'autre chose, en général, on prend la tête de poisson. Ouais. Mais, ok, c'est souvent ce qu'on fait, on prend la tête de poisson. Mais il faut savoir qu'il y a une yann de manger de la tête de mouton ou de vache. Si on n'a pas de mouton, c'est préférable à manger de la tête de poisson, a priori.
OK? Et c'est important. Maintenant, comme je vous dis, c'est assez dur à avoir. Alors, si on n'en a pas, on n'en a pas, on prend de la tête de poisson. Le principal, c'est qu'il y ait un signe et qu'on veut être de la tête et pas de la queue. C'est le lien principal. OK. Après avoir donc détaillé les choses que l'on mange, donc l'ordre, on s'en rappelle, le kiddush avec trois brachot, netilat yadayim, le moti sur des chalotes rondes, on trempe trois fois dans le miel, et après on passe à la pomme dans le miel avec tout ce qu'on a dit là-dessus, le hiratson, etc., les grenades, le poisson et la tête, souvent de poisson, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres choses. Ok. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on ne mange pas au Rosh Hashanah. Il y aurait toutes sortes de choses qui sont rapportées dans le Shulchan Aruch que l'on ne mange pas. En général, les choses qu'on ne mange pas, c'est soit que c'est pas un bon signe, soit et que ça ne va pas nous mettre en bonne condition. Par exemple, il y a marqué dans le Shulchan Aruch de Morzaken de ne pas manger ni de noix ni de noisettes, ni égozim ni égozelouz. Et la raison, c'est parce que ça développe beaucoup la salive. Et après, comme c'est un jour où on est censé beaucoup prier à Rosh Hashanah, on prie beaucoup, on dit beaucoup de télim, on ne pourra pas prier comme il faut. Donc, on ne mange pas ces choses-là. Il y a pas mal de poskim qui rapportent, bon, bah, c'est la même chose pour les amandes et pour les cacahuètes. Même si c'est pas écrit dans son ordre du Admorazaken. Ça a les mêmes propriétés, donc bah, a priori, bah, on ne mangera pas non plus à Rosh Hashanah d'amande et de cacahuètes. Il faut savoir que c'est pour tout Rosh Hashanah, c'est pas uniquement pour le soir de Rosh Hashanah. Ouais. Donc on ne mange pas à Rosh Hashanah ni de noix, ni de noisettes, ni d'amandes, ni de cacahuètes. Alors bon, il y a des poskim qui rapportent autre chose que égoz, c'est la même gematria que le mot chet sans le aleph qui est à la fin, et donc ça rappelle les fautes. Ok. Le Mozaken ne rapporte pas ça, cette raison. Mais, ok, une raison de plus. On mange pas non plus ni de choses amères, ni de choses aigres. Maintenant, les gens, souvent, ils demandent 2 minutes. Alors, sur le poisson, je peux pas mettre de citron ou bien mettre un petit peu de vinaigre. Alors, on peut dans la cuisine mettre un petit peu, hein, mais pas plus. Il y a marqué Béfi rouge dans le Shulchan de la Noirzaken par rapport au poisson, que quand on va cuisiner le poisson d'Rosh Hashanah, on le cuisine sans vinaigre. Alors, comme je vous dis, hein, les poskim me disent, OK, s'il y en a un petit peu pour qui a un bon goût, mais ça va pas rendre tout le plat aigre, là, on pourra le faire. OK, donc c'est la même chose pour du citron, mais pas trop. Seulement, c'est aigre ou c'est ce qu'on va manger est amer ou aigre, alors c'est un problème. Pour ce qui est des choses piquantes, alors là, c'est intéressant parce que c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, ni dans le Shulchan Aruch de Morzaken, de ne pas manger des choses piquantes. Alors bon, pour les Tunisiens qui ne peuvent pas manger la paella sans larissa, alors c'est Baruch Hashem, une grande hatzala, c'est une grande joie, disons comme ça. Et malgré tout, il y a des poskim qui disent que non, non, on mange pas de choses piquantes non plus, mais bon, il y en a beaucoup qui permettent. Donc si vous ne pouvez pas vous passer de larissa, vous pouvez. Et ça, c'est par rapport aux choses qu'on peut manger ou qu'on ne peut pas manger à Rosh Hashanah. Et j'aimerais maintenant vous parler du deuxième soir. Parce que le deuxième soir, c'est complètement différent. Chez Chabad, il n'y a pas de seder du deuxième soir. Donc le deuxième soir, c'est vraiment autre chose. Il y a un nouveau fruit, mais pour une autre raison. Il y a un nouveau fruit pour une raison technique. Et la raison technique, c'est la suivante. C'est que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il y a une marloquette, un différent, à savoir est-ce que l'on va dire à nouveau dans le kiddush Shechianu ou pas. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Le Shulchan Aruch et le Admor Zaken et tous les poskim, finalement, ils décident que oui, on va dire. Mais malgré tout, vu qu'il y a quand même des avis selon lesquels on n'aurait pas dû dire Shechianu, alors on se dit, bon, on va aussi être quitte pour ces avis-là en prenant un nouveau fruit, en le mettant sur la table, et comme ça, pendant le kiddush, je vais regarder le nouveau fruit, de sorte que pour la plupart des décisionnaires pour lesquels il n'y a pas de problème, j'ai dit chez Riano, ok, il n'y a pas de problème. Pour ceux pour lesquels il y a un problème, mais de toute façon, il y avait un nouveau fruit, donc comme j'ai dit chez Riano, c'est sur le nouveau fruit, évidemment, il faut penser au nouveau fruit. Et dans ce cas-là, comme ça, on a de problème avec aucun décisionnaire, hein. C'est ce qu'il y a à faire a priori, mais tout le monde est d'accord que si on n'a pas de nouveau fruit le deuxième soir, on dira quand même chez Riano. Ok? Alors, comment ça marche maintenant le deuxième soir? Parce que si le premier soir, c'était Kiddush, et après Motzi, et après on fait tout le Seder, là, c'est un peu différent. Parce que je vais faire le Kiddush. Dans le Kiddush, qu'est-ce qu'il y a comme brachot? Trois brachot, comme le premier jour. Ouais. Et
la première bracha, Bopragafen, Mekadesh Israël via Zikaron, Shechianu. Or, vu que Shechianu, on a eu la kavana aussi sur le nouveau fruit, alors maintenant, on va tout de suite, après avoir dit Shechianu, manger du nouveau fruit. Et manger du nouveau fruit, on va manger aussi un kazaït, mais seulement vu qu'on est avant le motzi, on a mangé un kazaït, on va faire bracha chona. Donc, si ce nouveau fruit maintenant, c'est un des 7 fruits d'Eretz Israël, la bracha chona, c'est al-aetz, al-peret, etc. Si c'est un autre fruit, hein, je sais pas, quelqu'un qui a pas mangé de mangue et c'est dans la nouvelle saison ou quoi, là on fera Boré Nefashot. OK? Et après on fait Netiat Yadayim et on fait le motzi en trempant évidemment 3 fois dans le miel. Vezeu. Après ça, il n'y a pas d'autre chose. Bon, après, vous mangez ce que vous voulez. Vous mangez encore de la pomme dans le miel, du poisson, des trucs. Vous mangez ce que vous voulez. Mais il y a aucun inyan et aucune obligation, évidemment, a fortiori, de faire un seder le deuxième soir. Le seder, c'est pour le premier soir, ça, c'est le minag. Chabad. OK. Dernier point de halacha, et avant de passer à quelque chose de chassidout. Dernier point de halacha que je voulais voir avec vous, c'est tashlir. Alors, tashlir, vous savez ce que c'est? Ouais, c'est le fait d'aller comme ça. Alors, je vais peut-être lire et traduire ce que dit le Admor Zaken. On a l'habitude d'aller vers un fleuve dans lequel il y a des poissons vivants. Et c'est en signe que le Ain Hara n'ait pas d'impact sur nous dans l'année, et aussi que l'on se multiplie, que l'on se développe, et comme les poissons. Donc il y a 2 signes ici. Contre le Ain Hara, on sait que les poissons sont cachés dans l'eau, donc le Ain Hara ne les touche pas, et en plus, ils se multiplient beaucoup, donc c'est pour ça qu'on fait Tashlich. D'après la Kabbalah, on jette aussi nos fautes là-bas dans l'eau. On fait ça le premier jour de Rosh Hashanah, dans l'après-midi, avant le coucher du soleil. Si on n'a pas fait avant le coucher du soleil, on fera jusqu'à la sortie des étoiles, on peut encore le faire, mais a priori, avant le coucher du soleil. Si le premier jour, c'est un Shabbat, c'est pas le cas là maintenant, et notre minhag, c'est de faire ça dans ce cas-là le deuxième jour, mais c'est pas le cas. Ok. Maintenant, tout ce que j'ai dit, c'est des choses connues. Je vais vous dire maintenant quelque chose qui est moins connu. Le Rama, dans son livre d'Arké Moshe, il nous dit que il y a une lien de voir les poissons. Donc, c'est pas juste que je m'approche comme ça du fleuve ou bon, souvent dans les communautés, on prend un aquarium avec des poissons et puis des fois, c'est pas dans un aquarium, des fois, c'est dans un espèce de bac comme ça qui est pas transparent. Alors, ceux qui sont à côté, ils voient les poissons, ceux qui sont derrière, ils voient pas. Il y a une lien de s'approcher et de voir. Le rabbi, il rapporte ça dans une Vadout de Tafshinun Aleph. Regardez, la Chelek Bet, page 378, il rapporte comme ça dans la note 28 que le Rabbi Rayat, il faisait attention à ça. Ouais. Et que l'on puisse voir les poissons comme ça sur lesquels on va faire tashlir. Donc avant de faire tashlir, on regarde, on voit les poissons et on fait tashlir. Il y a encore un point qui est important, c'est le lien de l'aérobouvia. Et ça, les poskim me disent vraiment de faire attention. Parce que souvent, comme ça, par zèle, alors on veut faire beaucoup de choses, etc. Et les hommes et les femmes, elles se retrouvent comme ça autour de l'aquarium et mélangées et tout. Dans ce cas-là, c'est dommage. Autant ne pas faire. Hein. Et c'est une bonne chose que les femmes fassent, mais pas au prix de se retrouver comme ça, hommes et femmes mélangés, évidemment. Par conséquent, bon, ben, les hommes se presseront, ou bien les femmes feront avant, même si elles veulent. Ou bien les hommes se presseront, puis et ils laisseront les femmes passer, mais pas pas qu'il y ait de balagan, quoi. Je veux dire, on perd tout dans ce cas-là. Ouais, c'est dommage. Et c'est vrai pour les enterrements, c'est vrai pour tout aussi. Ouais. C'est vrai pour les choupotes aussi. Moi, je ne commence pas une choupa avant d'avoir demandé que les hommes d'un côté, les femmes de l'autre côté. C'est important, Bezrat Hashem. Et maintenant, comme ça, je voudrais rajouter quand même, Midrashet Admata, il faut quand même, qui est de Chassidut. Je voudrais rajouter comme ça un ou deux inyanim de Chassidut par rapport à Rosh Hashanah, des choses qui sont importantes. Dans la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah, hein, il y a une espèce de verset, je dis une espèce de verset parce que c'est pas un verset qui est dans le Tanakh, qui est dans la Bible. Donc c'est une partie de la prière.
Dans lequel on dit Zayom Trilat Maasecha Zikaron Liyom Rishon. Aujourd'hui, c'est le début de ton action, c'est un souvenir du premier jour. Et dans la Chassidoute, il y a plusieurs marim comme ça de Rabbeinu Nessieno qui disent 2 minutes, mais c'est pas le premier jour. Rosh Hashanah, on est en train de célébrer le sixième jour de la création, c'est le jour de la création de l'homme. Ben, pourquoi on dit Trilat Maasecha, le début de ton action? C'est pas le début, c'est la suite. Zikaron Liyom Rishon, c'est pas le premier jour. D'autant que, pour renforcer la kushia, pour renforcer le problème, quand on étudie un peu la Chassidoute, la Kabbalah, on sait que Rosh Hashanah, ça s'appelle Binyan HaMalchut. On est en train de reconstituer la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Or, la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est un rapport avec la parole divine. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, avant de parler, ben, il est seul, et quand il parle, ben, il s'adresse, évidemment. Et de la même façon qu'on dit, An Malchut Bloam, quand Akadosh Baruch Hu a fait émaner de lui toutes les midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Ouais, je peux être bon sans qu'il y ait à qui donner. Je peux être dur sans qu'il y ait à qui être, avec qui être dur. Alors, je serai dur avec moi. Mais je ne peux pas être roi sans qu'il y ait de peuple. Donc, et c'est vrai aussi pour la parole. Je peux avoir beaucoup de choses, mais parler, quand je parle, c'est qu'il y a autrui. Ouais, je m'adresse et je communique. Et dans la mesure où Rosh Hashanah, c'est ce qui s'appelle le binyan, la malchut. Et cette malchut, donc, elle a un rapport avec la parole. Ouais. Les deux, c'est finalement quelque chose qui a un rapport avec autrui. Et dans la Kabbalah, la malchoute, c'est l'expression, le roi, c'est celui qui parle, c'est celui qui va trancher, c'est celui qui va décider de ce qu'il y aura par le biais de la parole. Alors, on dit 2 minutes, mais vu que tout le lien de Rosh Hashanah, hein, c'est la malchoute de Kadosh Baruch Hu, ça a un rapport avec la parole, mais la parole de Kadosh Baruch Hu, elle a commencé le premier jour de la création. Et plus que ça, la parole principale, la parole Bereshit, le mot Bereshit, nous dit les Chachamim, dans ce mot-là, Kadosh Baruch Hu, déjà en potentiel, il a créé tout. Donc, comment on peut dire le jour de Rosh Hashanah, Zayom Trilat Maasecha, Zikron Liyom Rishon, c'est le début de ton action, c'est le premier jour, et on est en train de reconstruire la Malchut 2 minutes. De quoi tu parles? Ça fait 6 jours déjà que ça dure. Ouais, alors pourquoi Dafka le premier jour? Et ce qu'explique la Chassidoute, c'est la chose suivante. Elle dit, vous savez, quand on parle de la prophétie, il y a 2 types de prophéties, nous disent les Chachamim. C'est rapporté dans le Rambam, c'est rapporté dans la Gemara, c'est rapporté partout. Il y a la prophétie des prophètes, et il y a la prophétie de Moshe Rabbeinu. Et on dit les prophètes, quand ils parlent, ils disent ko. Ainsi, ko amar Hashem. Mon cher Benoît, quand il parle, il dit zé, zé. Maintenant, quelle différence entre ko et zé? Quand on dit ko, ainsi. Zé, c'est, ouais, quand on dit zé, c'est comme ça, en désignant la chose, en la voyant. Et donc, les Rachamim nous disent, les prophéties des autres prophètes, ce qu'ils voyaient, c'était des choses qui étaient assez floues. Ils avaient une idée, ils allaient transmettre, Je évidemment, n'entends quelque chose. pas Mais, fait le pardon? Shaul Silam. Oui? On n'entend plus? C'est que c'est De même. Keren qui m'a envoyé Si celui-là. on vous entend, je ferme juste le micro de quelqu'un qui a ouvert. Madame Ben Sumol, on n'entend pas? Si, si, on vous entend trop bien. C'est juste un micro qui est ouvert, je le ferme. Ok, ok, ok. Merci. Et donc, lorsque mon cher Rabbeinu, il va parler dans ses névotes, il voit totalement, de façon très très claire, tout ce qu'il est en train de dire. Les autres prophètes, ça c'est flou. Il y a une idée comme ça, mais il ne voit pas les choses comme quelqu'un qui verrait. C'est presque comme transmettre des choses qu'ils ont entendues. C'est la différence. Nous dit la Chassidoute, ah, les autres prophètes, c'est un rapport avec Ko, ainsi. Ko, c'est café Be'elul. Et Zé, la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est comme Zé Ayom Trilat Maasecha. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Que la différence qu'il y a entre les prophéties de tous les prophètes et celles de Moshe Rabbeinu, c'est la même différence qu'il y a entre les premiers jours de la création et le sixième jour où l'homme a été créé. Tous les jours de la création, et peut-être que je rajoute un élément, c'est que quand on voit ce qu'on est en train les choses sur lesquelles on est en train de prophétiser, quand on voit, il y a beaucoup plus de chayut, il y a beaucoup plus de ouah, les choses sont beaucoup plus vivantes. On a beaucoup plus de gishmak aussi, de ta'anoug, de délices, ouais, que des choses qu'on entendrait ou qu'on verrait de façon floue. Eh bien, nous dit la Chassidoute, c'est la différence entre tous les jours de la création et le jour de la création de l'homme. Tous les jours de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé des choses, des minéraux, des végétaux, des animaux, mais des choses qui sont
on dirait goylem, c'est des statues. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, l'homme, il est complètement différent. L'homme, c'est pas de la parole qu'il a créé. Israël a loube marshava, les neshamot des Bnei Israël, qui sont finalement celles de Adam Arishon. Vous pouvez me dire, Adam Arishon, c'est tout le monde. Non, c'est pas tout le monde, Adam Arishon. D'après la Kabbalah, le Harizal, il écrit que dans la neshama d'Adam Arishon, il n'y avait que les neshamot des Bnei Israël. C'est uniquement quand Adam Arishon a fait la faute que tout d'un coup, les neshamot de Mélenchon, de Nasrallah et tous les Réchaïm se sont rajoutés à Adam Arishon. Mais avant la faute d'Adam Arishon, dans la neshama d'Adam Arishon, il n'y avait que le neshama des Bnei Israël. Et donc, à partir du moment, le sixième jour, Kadosh Baruch Hu, maintenant, il a. Qu'est-ce qu'il a fait le sixième jour? C'est vrai qu'il y a une parole aussi. Nasa Adam, bidmutenu, ketzalmenu, bidmutenu. Faisons-l'homme à notre image. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà, par la pensée, créé l'âme d'Adam Arishon. Par cette parole, nous dit Chassidut, elle est complètement différente des autres paroles. Dans les autres paroles, Akadosh Baruch Hu, il va créer toutes sortes de choses. Dans cette parole, il prend la neshama qu'il a déjà fait émaner de lui, et il l'a fait rentrer maintenant dans un corps ici en bas. Et tout ce qu'il y aura d'extraordinaire, c'est que dans cette chose-là, sauf, eh ben, il y a de la chayut, il y a de la vitalité dans le monde. C'est un peu comme, prenons un exemple. Une famille, ils ont tout l'argent qu'il faut, ils ont acheté la maison, les machins, les meubles, les livres, les trucs, la. Ouais, ils viennent de se marier, ils ont déjà tout. Mais il manque le principal, il n'y a pas de bébé encore. Ouais. Comprenez, quand le bébé il va naître, mais c'est notre maison, ça n'a rien à voir, hein. C'est toute la chayoute, c'est toute la vitalité. Ouais. C'est ce qui se passe avec Adam Arishon. Et par conséquent, explique la Chassidoute, ce qu'on est en train de fêter à Rosh Hashanah, c'est pas la création du monde par Akadosh Baruch Hu, c'est la joie et le profit qu'a Kadosh Baruch Hu dans le monde, sauf. C'est le fait que, sauf dans ce monde, il y a de la vitalité. Sauf dans ce monde, il y a Adam Arishon, et avec tous ses descendants, qui vont faire des choses que Kadosh Baruch Hu n'a pas fait lui, qui nous donne à faire. Et ça rentre du Tanouk, du Gishmak, évidemment, à toute l'histoire. Et en réalité, à partir de Shabbat dernier, qui était Café Beiloul, maintenant on est la nuit du Kafzaïn, on est déjà comme le troisième jour de la création. Ben, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, le premier jour, il a créé la lumière, ben là, il l'a refait cette année, Shabbat. Le deuxième jour, il a créé la séparation, il l'a fait aussi. Le troisième jour, il a créé les plantes, etc. C'est ce qu'il est en train de faire. Le quatrième jour, les astres. Ouais, le cinquième jour, les animaux, etc. Ouais, il y a tout ça aussi. Il y a tout ça qui se refait. Mais le sixième jour, le jour de Rosh Hashanah, Zayom Trilat Maasecha, Zayom Trilat Maasecha, ce qu'on est en train de célébrer, c'est le fait que Baruch Hu, maintenant, il a un monde dans lequel il y a de la vitalité, dans lequel il y a un homme comme ça qui. Et quand on dit que la veille de Rosh Hashanah, la vitalité des mondes, elle remonte en haut et on la fait redescendre par le chauffard. C'est pas la vitalité des mondes. Si il n'y avait pas le chauffard, le monde existerait, mais il existerait sans aucune vitalité. Hein. Il existerait parce que, vous savez, le 25, le 26, le 27, il a déjà créé le monde. Donc, ce qu'on va faire par le chauffard, ouais, c'est donner maintenant à nouveau du goût à Kadosh Baruch Hu dans la création. La création de Kadosh Baruch Hu, elle n'intéresse que peu. Je vous dis, c'est comme le couple qui se marie et il n'y a pas d'enfant. Mais à partir du moment où les Bnei Israël, maintenant, le sixième jour de la création, ils vont sonner du chauffard, ils vont faire tchouva, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, soit notre roi, ouais. On donne maintenant du profit, du guishmak à Kadosh Baruch Hu. Alors, si on a compris ça, on comprend que pour se préparer à Rosh Hashanah, ben, on doit nous aussi rentrer de la vitalité et de l'amour et du tanouk, du délice dans les choses que l'on fait. Voilà sur un point, sur un pied. Et, bon, Madame Benigna me dirait, bon, alors, sur deux pieds, ça donnera quoi? Ça sera pour l'année prochaine. Et ouais, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, à moins qu'il y ait des questions. Bezrat Hashem. Ken. J'ai vu une question que une dame a écrit là. Est-ce que le deuxième soir, est-ce qu'on peut garder la grenade pour le deuxième soir comme fruit nouveau? Et on a répondu à cette question. Et on a dit que le Ah, minak voilà. rabad, c'était de manger de la grenade dès le premier soir, parce que Attends, dans le pardon. fait de manger de la grenade, il y a quatre choses, on a dit, d'après le minak rabad, que l'on mange le premier soir. La pomme dans le miel, la grenade, le poisson et de la tête, souvent de la tête de poisson. Ouais.
Donc, la grenade, elle fait partie de ces quatre choses. Ouais, donc, d'après le minag rabbin, en tout cas, mais souvent même dans les autres minagim, ouais, c'est quelque chose à manger. Et pourquoi? Parce que la pomme, ok, c'est pour avoir une année bonne et douce. La grenade, c'est pour rappeler les mérites que l'on a, parce qu'on dit que même le Ben Cocher, Israël qui a ouais, le moins de mérite, il a autant de mérite au moins que ce qu'il y a ouais. dans une grenade. Donc, c'est. Ouais. Et on mange du poisson, on a dit contre le Aïnara, et puis pour euh, Se nous multiplier. multiplier, et on mange de la tête pour être de la tête et pas de la queue. Donc ces quatre choses-là, elles sont importantes. Donc pour le deuxième soir, on prendra, on a dit, du coin, ou bien des dates nouvelles, ou un nouveau fruit, un autre nouveau fruit, quoi. Merci, excuse-moi. Oui, Hazal. s'il vous plaît, Rav Silam, si quelqu'un a envie de manger des produits amers, par exemple des endives ou de la chassa ou du piment piquant, est-ce que c'est pas bien de le manger ou c'est pas grave? Comme ça. Et c'est des choses différentes. Et la chassa, c'est pas tellement amer. Ouais, si vous me Puisqu'on la mange disiez, à Pessah, en tant qu'herbe amère. pardon? Puisqu'on la mange à Pessah en tant qu'herbe amère. C'est vrai, vous avez raison, mais en réalité, on pourrait se poser la question 2 minutes. Euh, Est-ce que c'est vraiment amer? Alors, Non, pas du que ce tout. soit amer à Pessah, on dit il faut vraiment la broyer comme ça jusqu'à qu'on Ouais, qu'on sente l'amertume. ouais. Ouais, parce que bon, de la chassa, on en mange tout le temps, puis c'est pas. Donc, C'est le truc délicieux. est comme ça. Ce qu'on a dit, c'était comme ça. Ce qui est vraiment amer ou aigre, on mange pas. Ouais. Maintenant, on peut mettre un petit peu de vinaigre pour relever le goût, il n'y a pas de problème. Et la salade, par rapport à ce Inyan-là, même si c'est considéré comme amer par rapport à Pessah, et par Mm. rapport à Rosh Hashanah, on n'a pas vu qu'on disait de ne pas manger de salade sous prétexte que c'est le truc amer. Donc, non, il n'y a pas de problème. Et les endives, Et, les et- endives. et pour vous dire la vérité, j'aime tellement pas les endives que je m'en rappelle plus du goût. La Et- mère, la mère. mais si c'est vraiment amer, alors c'est un problème. Maintenant, vous me demandez pour le D'accord. truc C'est pas piquant. tellement amer, c'est un petit peu, c'est un petit goût Oui, arrière, c'est mais bon, c'est pas amer, légèrement. Si c'est pas c'est pas vraiment Légèrement. amer. amer, il n'y a pas de Ouais. problème. Et Mais le harissa, du piment piquant. le Kharif, on a répondu, on a dit que d'après beaucoup de Ça poskim, il n'y a fonctionne. aucun problème. Et il y Ah, en a qui interdisent, mais a priori, on peut en manger. On peut en ok. manger. C'est Merci pas marqué dans beaucoup. le Shulchan Arour de Admon Zaken de pas manger. Même dans le Shulchan Arour de Rabbi Yosef Karo, c'est pas écrit. Il y a certains Merci. achronim qui ont rajouté ça, mais dans la mesure où c'est pas écrit, ni dans le Shulchan Arour, ni dans le Shulchan Arour de Admon Zaken, et quelqu'un qui, d'Afka, a du plaisir à manger du piquant, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Rav Silam. Merci. Bon, Bessimcha. bon, bonsoir. À- Merci Quand vous beaucoup. avez dit par rapport à l'ordre, bon, il y a quatre Est-ce que vous aliments pouvez qu'on nous rappeler doit. par rapport à l'allumage des bougies, comment on doit préparer les bougies Ken. d'un Yom Tov à l'autre, Comment on s'il allume vous les bougies, plaît? vous dites? Comment on prépare les bougies? J'ai entendu qu'il faut les préparer avant les 3 jours. Il faut préparer toutes les bougies. J'ai pas très bien compris comment ça se passe. Ça dépend maintenant comment sont vos bougies bémettes, Ken. Et si vous prenez des bougies rondes qui sont déjà prêtes, vous n'avez pas ce problème. Et maintenant, bémet, je n'ai pas pensé au Inyan. Le problème des bougies, je vais vous dire où il peut commencer. Le problème des bougies peut commencer dans le Inyan de Moukhtse. Si vous avez assez de chandeliers, il n'y a pas de problème. Préparer des bougies, les mettre dans le truc, il n'y a pas de problème non plus. Le problème, c'est si maintenant vos bougies, elles sont dans un chandelier et puis, OK, elles ont fondu, commencez à enlever ce qu'il y a là-bas pour mettre des nouvelles bougies. À mon avis, c'est ça le problème. Et là, il y a un problème de Moukhtse. Ouais. Mais si vous avez des petites bougies rondes ou bien d'autres chandeliers comme ça, vous avez résolu le problème. Le problème, c'est un problème de Moukhtse de ne pas enlever les résidus qu'il y a à l'intérieur du chandelier. Ok. S'il y a un problème, c'est celui-là. Mais heureusement que vous, Ah, vous ok, me rappelez super. ce point-là, parce que regardez, le Hérouf Tafchilin, il y en a qui disent, 2 minutes, mais moi, j'ai déjà tout cuisiné avant, donc je n'ai pas besoin de faire Hérouf Tafchilin. D'après le Admorazaken, du fait que l'on doive allumer les bougies de Shabbat le deuxième jour de Yom Tov, rien que pour ça, ça justifie déjà qu'on fasse le Hérouf Tafchilin. Donc, de toute façon, on ne peut pas se débiner du Hérouf Tafchilin à cause de l'histoire des bougies. Ok. Donc, on devra le faire. Dans le Noussar du Razak. Admorazaken, quand on fait le Rouf Tafchilin, on dit je fais le Rouf Tafchilin pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir préparer du pain et pour pouvoir allumer aussi les nérotes. Ok.
Donc, Donc, c'est donc, important. Rav, les petits chauffe-plats, c'est pas un problème si on les enlève et on en met d'autres à la place. J'ai pas Pas compris. mouxé. Les chauffe-plats, parce que c'est les chauffe-plats, les petites bougies dont vous parlez. C'est pas un problème si on prend le chauffe-plat qui est vide, quoi, qui est maintenant qui a brûlé de la veille, qu'on l'enlève et qu'on mette un nouveau à la place. Pas Et mouxé. Celui qui deux, est. deux, 2 minutes. Vous parlez, qu'on s'entende bien, parce que, regardez, si vous parlez de quelque chose, un contenant, je ne sais pas ce que c'est les soft-plats, mais si vous C'est ce que prenez vous avez un dit. contenant et vous enlevez ce qu'il y a à Les l'intérieur, petites bougies rondes, là. Non, ouais, non, on j'entends, n'enlève j'entends. rien du tout. On n'enlève rien Ah, du vous tout. les On jetez, enlève ok, uniquement. ok. Ouais, c'est Alors regardez. uniquement pour enlever et mettre une autre à la place, quoi, c'est tout. Absolument, absolument. Alors regardez, alors pour ça, le Inyan, il est comme ça. Normalement, ce qui reste, c'est mouktsé, c'est un truc que je ne peux pas utiliser. Mais il y a une halakha. Vous pouvez me dire, bah, 2 minutes, mais ce qui reste aussi sur la table, et toutes les épluchures de bananes, etc., c'est aussi mouktsé. Alors, il y a une halakha comme ça, qui s'appelle Garaf Shel Re'i. À partir du moment où on a beaucoup de mouktsé, c'est quelque chose qui est assez dégoûtant. Alors, de la même façon que si on avait un excrément, ben, on pourrait l'enlever parce que c'est dégoûtant. Beaucoup d'ordures comme ça qui sont rassemblées à un endroit, c'est quelque chose qui dérange et donc on peut aussi l'enlever. Par conséquent, si on a juste un air comme ça, là on veut l'enlever, ben, on l'enlève comme ça avec un chinouille. Ouais, on le prend comme ça avec des pouces. Mais si on en a plusieurs, ouais, ben, le fait de les enlever, c'est pas un problème parce que c'est quelque chose qui nous dérange, c'est grave chez le riz. Donc, vous pouvez ouais, vous apporter un sac poubelle et vous le jetez à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Pas de problème à ça. Donc, il faudrait avec un chinouille quand même. Ils sont sur des bougeoirs. Et comme ça, s'il y en a, s'il faut enlever ça de l'intérieur du bougeoir, ouais, c'est pas quelque chose comme ça qui dérange sur une table et qui peut être Ouais, considéré comme ce grave chez le rei. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faudrait faire un chenouille. Absolument. d'accord. Ok. Mais dans ce cas-là, alors autant avoir d'autres bougeoirs, ben, mettre près. Ok. D'accord. D'accord. Petite question par rapport au. Et comme vous avez dit, donc il y a quatre choses à prendre. Donc, c'est la pomme trempée dans le miel, il y a la grenade, il y a le poisson, et après, il y a la tête. La tête de mouton. Bon, bah, au Hachem, maintenant en France, on arrive à retrouver la tête de mouton. Donc, Sympa. mais on peut la mettre pas tout de suite après parce que là, ça va casser quand on va manger le poisson et il va y avoir peut-être des salades. Est-ce qu'on peut mettre la tête une fois qu'on a fini la première partie du repas? Est-ce que ça reste quand même dans le CDR? Quoi, que c'est pas, il n'y ait pas une interruption? Regardez, il n'y a pas d'interdiction en fait ce que vous à fait à faire ce que vous dites, mais dans la mesure où c'est pas le minhag, alors moi j'aurais pas fait comme ça. Et alors je comprends maintenant ouais, non, je comprends ce que vous dites qu'il y a et que c'est techniquement un peu compliqué. Moi, ce que je ferais à votre place, et c'est que je mettrais peut-être une assiette en plastique avec des bouts de tête de mouton, avec des fourchettes en plastique. Et chacun prend avec sa fourchette un petit bout et, ouais, et il le met dans la bouche après le poisson, ils ont avoir mis un bout de pain et un peu d'eau dans la bouche, de façon à pouvoir passer du poisson. Mais sans pour autant commencer à faire du balagan dans toutes les salades, etc. Et dans les assiettes. C'est-à-dire pour respecter l'ordre, on commence tout par ces quatre choses-là, j'aurais quand même essayé de faire une petite acrobatie et qu'on en mange un tout petit peu de façon sans abîmer quoi que ce soit. Et après, bon, ben, quand on a fini le poisson, on peut maintenant manger un peu plus de la tête de mouton si on veut. Mais j'aurais pas repoussé le truc. Parce qu'il y a une Yann Bemet de commencer le repas par ce céder-là. Maintenant, D'accord. si c'est compliqué, vous pouvez faire ce que vous dites. Mais comme le minhag, il est Voilà. de commencer tout le Inyan par les quatre aliments, j'aurais essayé de faire une acrobatie comme ça avec des trucs en plastique. Ok. Merci beaucoup, Raph. Ça vaut ce que ça vaut ce que je vous dis là maintenant. J'ai pas pensé à la question, mais je pense que c'est ce que j'aurais fait.
Tov. Razak, Ah oui, merci excusez-moi. beaucoup. Est-ce qu'on Razak, peut, Razak, merci beaucoup. avant de reprendre pour faire la transition entre le poisson et la viande, on mange un petit morceau de pain, mais est-ce qu'on peut après faire encore la même chose, manger un morceau de pain et reprendre du poisson? Absolument, absolument, bien sûr. Ah, on peut ça aussi là. Ah, génial. Ouais, ouais. Ok. Merci beaucoup, Raph. Impeccable. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion parce que nous on mange toujours la tête de poisson, mais on trouve pas en Israël. C'est ça, mais bon, maintenant on en trouve en France, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Donc comme c'est vrai que comme vous Non, c'est avez dit vrai. dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que c'est bien la tête de mouton, donc voilà, on prend la tête de mouton, on en profite. Quoi la cavode. Tov, Merci beaucoup, Rav. que des bonnes Que choses. des bonnes Merci à choses. toi. Shana Fatima Tova, Tova, Shavuot Tova, Tova. Likulam, Bezrat Hashem. Et Bezrat Shalom, Hashem, shalom. bravo, on sera à votre table pour le CEDER. Ce sera Bezrat plus, ce Hashem. sera plus simple. Ouais. Oui, comme Besimcha. ça, on n'a pas de pilote. Bezrat Amen. Hashem. Amen. להתראות. שלום, שלום. שנה טובה ומתוקה לכולם. Toda, merci Rapsilam. Tiva Bechatima Tova, le Shana Tova, en tout cas. Shana Tova à Amen. toutes. Amen. Merci, Shana merci, Tova. merci. Shana Tova à Shana tous, que des Tova, bonnes nouvelles. Simcha. Amen. Des bonnes nouvelles à toutes. Yechi, Merci beaucoup. Yechi a donné nos Fatima moreux, nos Tova, baré, nos verbenu, melach mashiach Amen. lambaed. Bravo, bravo. Shana Tova Bravo, Marie. לכולם. Shana Tova, les Koulam, Chazak à toutes.